Président américain sur lequel t'interroger, on en a parlé Oui. un petit peu dans la revue de presse. Est-ce Oui, qu'il est en train de partir ou non en vrille? oui, Idriss Aberkane dit je pense que c'est le moment pour les derniers croyants qui pensent que Trump n'a pas vrillé d'admettre leur erreur et de faire leur deuil. Il oui. dit Idriss Aberkane avec eh bien une des dernières sorties de Trump, ouvrez le putain de Détroit, bande de salopards, gloire à Allah. J'ai Bon, vu. est-ce que ça, d'après toi, ça signifie un Trump sous pression ou un Trump qui est en train d'être atteint d'un mal qui le rongerait? D'autres le pensent. En tout cas, ce qui te paraissait impossible, et à juste titre, parce que la raison le commandait, et je me souviens lorsque tu disais, mais Trump ne peut pas aller dans tel sens parce que ce serait donner des armes à ses pires ennemis, c'est-à-dire l'État profond américain. Aujourd'hui, on a l'impression que justement, il réjouit probablement, peut-être même dépasse-t-il les espérances de cet État profond. Ça paraît complètement, c'est renversant, c'est ébouriffant, et c'est irrationnel, parce que là, a raison, en effet, commandait absolument pas ce qui est en train de se dérouler. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, d'abord, si tu veux, c'est clair qu'aujourd'hui, sur le plan stratégique, Trump est totalement piégé. C'est clair que, à mon avis, et c'est la raison pour laquelle j'avais dit jamais il ferait une connerie pareille, ce qu'il fait, et ça, je suis pas le seul analyste qui le dit, il y en a beaucoup, n'est pas cohérent du tout, et à l'inverse de la stratégie de recentrement qui est celle qui apparaît dans les différents documents, dans les discours de Rubio, dans la stratégie de défense nationale où il parle de trépied, etc., avec les Russes et les Chinois, enfin tout, avec ce que Mearsheimer dit du piège de Thucydide, comme quoi il faut se recentrer sur ses priorités, enfin tout ce que je développe dans mon livre, lorsque je dis Trump, nouveau De Gaulle, point d'interrogation, non pas pour dire que c'est un nouveau De Gaulle, mais pour dire qu'il se trouve dans une situation qui est un peu équivalente, mutatis mutandis, à celle de Gaulle, obligé de larguer son empire colonial pour sauver ce qui reste. Et cette attaque de l'Iran que j'ai décrit plutôt comme un raisonnement d'opportunité et qui se justifie et qui se comprend si on pense que Trump a été convaincu que dans une semaine plus tard, en une semaine, il mettrait la main sur ce pays et qu'il aurait enfin ce dont il a besoin, c'est-à-dire un gros bâton pour négocier avec les Chinois qui aujourd'hui lui tiennent la dragée haute pour lui livrer les terres rares dont il a besoin. Effectivement, ça aurait d'un seul coup, d'un seul rééquilibré les relations stratégiques avec l'Iran. Aujourd'hui, d'abord, le choix qu'il a fait n'est pas cohérent par rapport à sa stratégie. Et aujourd'hui, ça c'est le premier point qui est indéniable. Et le deuxième point qui est indéniable, c'est qu'aujourd'hui, il est embourbé dedans et il est sur le point d'être vietnamisé s'il envoie des Les soldats. troupes au Alors, sol. il y a un certain nombre de choses qui sont cohérentes dans ce qu'il fait. Et pour moi, son discours du 1er avril a été extrêmement intéressant et je l'ai analysé pour ma part d'une façon que j'ai trouvée positive et même, j'oserais dire, très positive. D'abord, parce qu'il a dit, d'abord, je dirais qu'il faut étudier ces genres de discours en se disant à qui dit-il quoi? À qui parle-t-il? Et il parle à plusieurs, comment dire, il parle à plusieurs publics à la fois et il faut comprendre ça. L'un de ces discours, c'est la rodomontade, disant on va tous vous renvoyer à l'acte de Pierre, etc., donc que vous n'auriez jamais dû quitter. Et on peut mettre dans une certaine mesure cette espèce de discours qui est, comment dire, objectivement horrible, disant ouvrez ce putain de détroit, etc. Bon, à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il?
on sait que l'opinion publique, globalement parlant, est contre cette guerre, mais il faut regarder les sondages dans le détail des sondages, qu'on ne fait pas toujours, et il y a quand même une partie de son électorat qui sont les républicains classiques, dont je rappelle que les MAGA sont un peu en réaction contre les républicains, et les MAGA, c'est l'intelligence de Trump d'avoir créé ce mouvement. Sauf qu'aujourd'hui, les MAGA sont largement contre, c'est plutôt des pacifistes, mais il y a une partie des républicains qui le suit à, je crois, 60 ou 70%, plutôt 60%, et je pense que ça baisse progressivement, mais le fait de dire oui, on va les frapper, ces connards, etc., je rappelle que depuis l'affaire des otages, les Américains de droite, globalement parlant, détestent l'Iran, et le fait de bombarder l'Iran, ça a toujours été considéré comme quelque chose de populaire aux États-Unis. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, Trump s'adresse à ces gens-là quand il leur dit, quand il dit aux Iraniens, oui, je vais vous casser la gueule, bande de connards, etc., ça flatte une partie ou ça maintient une partie de son électorat. Alors, ça, il faut bien l'avoir en compte. Et alors, je me pose évidemment la question de cette dernière phrase donc, que tu as mentionnée, disant prier Allah, ça va être le jour de l'électricité et des ponts, c'est-à-dire voilà. Praise be to Allah. Praise be to Allah, exactement ce qu'il a écrit sur Donald J. Trump. C'est ça, voilà. Et surtout, ouvrez ce putain de truc. Alors, il faudrait demander, en fait, au sondage, et il faudrait demander à l'Américain de droite moyen comment il perçoit ce genre de phrase, parce que nous n'avons pas l'habitude, si tu veux. Open the fucking straight, you crazy bastard. C'est très choquant pour nous d'entendre ça. C'est très, très choquant pour nous d'entendre ça, mais moi, je ne suis pas l'électeur américain. L'Américain moyen, quand même. Comment ? Là, la diplomatie fait que jamais on avait ce genre de discours. Ça devient complètement délirant. La diplomatie, ça existe, ça a existé, on ne peut pas nier le fait. Alors, il est disruptif, mais… Mais il a même fait pire que ça, Nicolas, puisqu'ils avaient un canal de discussion qui avait été suscité eux-mêmes par les Américains pour discuter par l'intermédiaire du Pakistan. Tu es au courant ? Oui. De cette négociation via le Pakistan, en mettant Vance en avant. Et le 1er avril, en même temps qu'ils envoyaient Vance discuter, ils ont assassiné ou ils ont tenté d'assassiner le principal négociateur de cette filière, qui est l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères, qui était un homme qui avait 82 ans et qui était un ancien ministre ou représentant de l'Iran à l'ONU, donc une personnalité extrêmement importante. Ils ont bombardé sa résidence, comme évidemment il se déplaçait pour, je ne sais pas s'il allait au Pakistan lui-même, mais en tout cas pour rendre compte de cette négociation qui avait été démarrée par l'intermédiaire des Américains. Ils ont bombardé sa résidence et lui, il est grièvement blessé, ils ont tué sa femme. À l'instant même où il discutait avec lui des possibilités de négociation. Donc, si tu veux, c'est pire encore, je dirais, que le fait de dire… Est-ce que ce ne sont pas les Israéliens, la question ce qu'il se dit, c'est que les Israéliens, par volonté de saboter toute forme de négociation, seraient à l'origine de ce bombardement-là, en l'occurrence. Les Israéliens, tu sais que surtout dans ce genre d'opération, le commandement militaire d'une part et puis les renseignements d'autre part des deux pays sont totalement imbriqués. Je veux dire, je vois pas comment les uns peuvent faire quelque chose, d'autant que les Israéliens ont besoin ils sont obligés de faire un grand tour pour aller bombarder l'Iran. Donc, ils ont besoin des ravitailleurs américains. Donc, je ne pense pas du tout que les Israéliens peuvent avoir des choses… Mais alors, quel est l'intérêt de faire ça ? Explique-moi comment on initie des négociations et on cherche à assassiner les négociateurs, sachant qu'en plus, là, on est sur du menu fretin, puisqu'on est sur un ancien ministre qui n'est même plus en activité. C'est pas du menu fretin, puisque c'était la dernière chance. Non, mais c'est pas en tout… Mais je veux dire, c'est un menu fretin par rapport aux objectifs de guerre, de décapitation du régime, puisque c'est un ancien ministre. Quel est l'intérêt
d'essayer d'assassiner quelqu'un avec qui on négocie. Tu peux m'expliquer ça? Ben, c'est totalement incohérent, je suis d'accord. Oui. Et c'est la troisième fois, si tu veux. Donc, ça veut dire que Oui. quelque part, moi, je pense, je vois, Oui. non pas parce que je crois, mais je vois que Netanyahu, que Trump n'arrive pas à choisir entre une stratégie qui est celle du victoire Fillon et une stratégie il y a trois stratégies en fait. Une stratégie, c'est celle que j'attends et je vais en parler à l'occasion du discours de Trump qui ouvre et là très largement cette voie, victoire Fillon. Il y a une stratégie qui est de dire boots on the ground, on envoie au sol, et une troisième stratégie qui consiste à dire on va les bombarder jusqu'à plus soif, jusqu'à les écrabouiller, les renvoyer à l'âge de pierre. C'est les trois. Et ils présentent les trois en même temps. Alors, j'essaye d'expliquer comment je peux interpréter les discours maximalistes et orduriers qui sont ceux-là. Et il faudrait, encore une fois, demander à des vrais spécialistes de l'opinion américaine, dont je ne suis pas, comment ce genre de discours à l'emporte-pièce peut être perçu par une certaine partie de la population qui n'a pas une grande connaissance des questions internationales, qui ne sont pas des intellectuels comme nous, etc., dans un système américain où la médiatisation du discours politique est absolument essentielle et très important. Encore une fois, je ne justifie rien, mais je dis la façon dont on perçoit dont les hommes politiques se présentent aux États-Unis n'est pas du tout la même que celle que nous percevons chez nous. Je mets juste cette différence-là. Je n'excuse pas ce discours, mais je voudrais savoir s'il a un sens politique et si ça peut être quelque part une façon de Trump d'essayer de caresser son électorat ou l'électorat qui lui reste, je dirais, dans le sens du poil. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que je lis quand même quatre choses. Première chose, nous avons renoncé à l'objectif de débloquer le détroit d'Ormuz, puisque en fait, ils refilent la patate chaude aux Européens quand ils montent artificiellement une guerre contre les Européens. C'est une façon, en fait, de préparer le fait de leur dire, ben, écoutez, démerdez-vous, moi je m'en occupe pas, c'est pas mon affaire. Donc c'est une façon de se détourner, mais en fait, ils leur refilent la patate chaude. Ça, c'est un point. Le deuxième point, il a renoncé aussi à un objectif qui, en fait, n'en était pas un, c'est celui d'aller récupérer la matière fissile. Il a dit, on va aller la chercher. C'était évident que la matière fissile, elle est, à mon avis, divisée dans 10, 100 ou peut-être même 1000 endroits, de telle sorte qu'elle est impossible à récupérer par la voie d'une attaque au sol. Donc la deuxième, ça c'est fini. Et même le changement de régime, il a dit que le nouveau régime était certainement beaucoup plus souple que l'ancien, alors que c'est évidemment le contraire. La mort de Khamenei père, c'est clair, a ouvert la cage au lion. Et on sent que tous les jeunes qui étaient derrière, enfin jeunes, qui ont 50, 60, 70 ans, le vieux ayant 82 ans, et ils les tenaient tous en cage, ils avaient qu'une envie, c'était de sortir de là pour aller à l'attaque. On voit que c'est des guerriers. Et ils étaient. Et aujourd'hui, on a senti une accélération dans l'agressivité iranienne, alors que on la sentait pas sous Khamenei père, qui avait lui-même créé la fatwa. Tu sais que la fatwa n'a pas été reconduite par Khamenei fils. Il a refusé de reporter la fatwa premièrement. Et deuxièmement, le Parlement a voté la fin des relations avec l'AIEA. Donc ça veut dire quoi pour moi ça? Ça veut dire à fond vers la bombe. C'est ça que ça veut dire en tout cas. Aujourd'hui, les portes, aussi bien idéologiques que politiques, sont ouvertes vers la recherche de la bombe. Donc, ils ont profondément accéléré et ça, c'est le contraire de ce qu'a dit Trump. Donc, ce que je conclus de tout ça,
si tu veux, c'est que Trump, en fait, reconnaît sa défaite. Il reconnaît implicitement sa défaite en disant « je renonce à tous mes objectifs ». Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que par ailleurs, le fait de dire « on les a bombardés, on les a frappés, on les a ci, on les a ça, etc. », ça prépare la dernière phrase qu'on attend, mais qui n'est pas dite, qui est « on s'en va ». Et par ailleurs, il dit, on va encore bombarder pendant 15 jours, 3 semaines. Donc ça, c'est un aveu pour moi de dire, ben, on a 15 jours de bombes et pas plus, quoi. 15 jours, 3 semaines de bombes. On sait qu'ils sont au bout du rouleau. On sait qu'ils n'ont plus ils sont obligés d'aller démonter les systèmes en Corée, etc. Enfin, c'est véritablement ce qu'on assiste. C'est véritablement à la fin des stocks stratégiques américains. Et ça, merci Poutine d'avoir fait cette guerre de dévitalisation. Mais tu veux, moi j'ai vu dans ce discours de Trump tout un tas de signes qui lui permettent de préparer la sortie et d'essayer de transformer ce qui est une déroute américaine et ce que moi j'interprète comme la fin de la Troisième Guerre mondiale qui a commencé pour moi avec la chute du mur et le processus américain d'hégémonie mondiale. On arrive à la fin, à mon avis, de ça. Et si les choses se passent comme elles devraient se passer, à une forme de déroute que les Américains essayeront de transformer en désescalade. Et tu sais que Larry Fink était récemment chez Erdogan en Turquie, ça c'est pas su, mais moi je le sais. Pourquoi est-ce que Larry Fink, le patron de la plus grande boîte financière américaine, s'en va en Turquie? C'est pas pour essayer de préparer la suite, la fin, et en particulier, il semble que l'un des points qui était à discuter, c'est le dédommagement des Iraniens, que les Iraniens ont inclus dans leurs exigences de négociation. Alors, si on est en train de discuter avec les grands financiers américains le fait de savoir comment on va dédommager les Iraniens, ça veut dire qu'on a déjà avancé dans le sens d'une possible déroute américaine que l'on essaye de transformer en désescalade. Voilà ce que je vois, moi, derrière les mots. Voilà ce que je vois. Derrière les actes, François, du limogeage du chef d'état-major de plusieurs militaires américains. Les commentateurs, même si il n'y a aucune explication n'a été donnée, parce que c'est ça le problème de Trump aussi, c'est qu'il n'explique rien. Non, et il n'a pas tort. Et il n'a pas tort de ne pas expliquer. Alors, je ne sais pas s'il a... Attends. Je ne sais pas s'il a tort ou pas tort. En tout cas, ce que je constate, c'est que beaucoup de commentateurs ont considéré que ces limogeages préfiguraient une intervention terrestre, que ceux qui s'opposaient à cette volonté avaient été mis sur la touche. Ça ne va pas du tout dans le sens de ce que tu dis. Attends, c'est possible. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Et je me suis moi-même posé la question. Sauf qu'il y a une autre explication qui peut aller dans le sens du premier, de la thèse qui est la mienne, à savoir que d'abord, le chef d'état-major des armées, il n'a pas été nommé par Trump. Ça, tu sais ça. C'est Biden. Oui, c'est Biden, je sais. Voilà. En 2023. En 2023. Bon. Certes. Alors, peut-être que Trump n'a pas voulu décapiter son armée au moment où il est arrivé. Alors, je n'ai pas fait la recherche des autres qui ont été limogés. Je ne parle pas de Pam Bondi, mais Pam Bondi, c'est une autre affaire. Non, mais ça il lui reproche de ne pas avoir géré le dossier Epstein comme il voulait. Mais bon, il en a profité pour mettre Pam Bondi dans l'eau pour pas l'individualiser. Non, mais au lieu de la taper toute seule, il a profité de la charrette. Ne nous dispersons pas, restons sur les militaires, si tu veux bien. Voilà. Alors, je n'ai pas vérifié si les autres militaires sont effectivement des gens de l'équipe Biden au départ. Mais ce qui est certain, et tu t'en souviens, c'est que ces militaires, dès le lendemain de l'attaque américaine et surtout de la réponse iranienne, ont été convoqués par le Congrès qui leur a demandé s'il y avait effectivement une menace imminente.
Tu te souviens de ça? Oui, 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 oui. Bon, et tu te souviens de la réponse qu'ils ont apportée, c'est qu'il n'y avait pas de menace imminente. Oui. Donc ça veut dire que la hiérarchie, la haute hiérarchie du Pentagone est profondément contre la thèse de la menace imminente. Oui. Or, Trump n'a pas demandé l'accord du Congrès. Et s'il retourne, qu'il prend ses affaires et qu'il rentre, soit très vite, soit plus tard, il va faire face à une opposition au Congrès, non seulement de sa gauche, mais d'une partie de sa droite, qui, comme je le dis, ont déjà commencé à prendre la pierre à aiguiser la guillotine pour lui couper la tête. Ça, c'est clair. C'est absolument clair. Or, il a absolument besoin, je pense, dans cette affaire, d'avoir un Pentagone qui va le défendre, qui va dire, mais s'il y avait, écoutez, on peut quand même dire qu'il y avait une menace imminente dans une certaine mesure, parce que les Iraniens étaient sur le point d'attaquer, etc. Enfin, soutenir cette thèse qui est imbécile, qui a très peu de chances de passer, mais moi, je comprends que dans une stratégie de repli et de départ, Trump a besoin d'avoir une hiérarchie du Pentagone à la main, à sa main, pour être un instrument de défense de sa thèse plutôt qu'un instrument de défense de la thèse de ceux qui vont vouloir le destituer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut être ça. On va voir ce qui va se passer, mais je pense qu'il peut y avoir une explication que je n'ai pas beaucoup entendue, mais ça peut évidemment expliquer le fait qu'il veut aller au sol, mais là encore, s'il va au sol, là, je serais d'accord avec toi pour dire qu'il est totalement cinglé parce qu'il sera vietnamisé. Et ce que j'ai entendu de la façon dont ils ont récupéré le pilote du F-15, là, qui semble-t-il ne s'est pas du tout passé comme il l'a dit, mais avec 2 hélicoptères qui sont tombés. Donc, est-ce que l'équipage, qui est devenu l'équipage des hélicoptères, si les hélicoptères sont tombés, on voit les images cramées des hélicoptères, personne ne dit que les équipages sont morts ou ont été tués, etc. Alors, le pilote, semble-t-il, a été sauvé, mais est grièvement blessé, mais si en face de ça, on a tué 10 personnes pour le sauver, je vois pas trop le résultat. Et si ils ont appliqué la doctrine Hannibal, d'après ce que disent les Iraniens, comme quoi ils ont bombardé eux-mêmes leurs hélicos au sol pour qu'on prenne pas d'otages, si tu veux, c'est encore pire. Donc, en tout cas, la chose n'est pas simple. On voit bien que si jamais ils envoient des troupes au sol, ça sera tout sauf simple. Donc, moi, j'y crois absolument pas. Enfin, j'y crois pas. C'est de la folie furieuse. C'est pire que tout. Donc, moi, je crois assez à la thèse comme mais quoi. Depuis le début, c'est la folie furieuse. L'intervention en elle-même était déjà de la folie furieuse. On est d'accord. Pourquoi il ne continuerait pas là-dedans? Comment? Pourquoi il ne continuerait pas justement dans ce qui est la logique depuis le début de cette intervention, verra, qui était totalement déraisonnable? Je dis que l'attaque elle-même n'était pas un objectif déraisonnable totalement en soi, dans la mesure, enfin j'essaie de trouver des explications rationnelles évidemment, parce que sinon on est dans la spéculation sur la folie, et ça, c'est pas des choses que, si tu veux, j'ai pas de rapport de psychiatre disant il est véritablement fou. Mais pas obligatoirement. Il peut considérer qu'il va gagner cette guerre, qu'en fait, on peut très bien imaginer qu'il est mal informé. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Il paraît qu'on lui communique tous les jours une vidéo de 2 minutes avec des succès. Peut-être qu'il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Non, moi, ce que j'ai pensé, c'est que, si tu veux, le seul élément véritablement qui peut être dans une situation comme celle-là, qui est évidemment, qui est tellement dangereuse qu'aucun des précédents n'a voulu prendre ce risque. Si on lui a dit, d'une part, ils ont presque plus de missiles, et d'autre part, ils vont tomber parce qu'on leur a fait tellement mal que le gouvernement, si tu tues le chef, le gouvernement tombe, et en une semaine, tu as mis la main dessus. Il s'est dit, bon, ben,
je ramasse la grosse galette et j'aurai enfin ce qu'il me faut, mon gros bâton pour discuter avec les Chinois. Donc, ça a pu le tenter, si tu veux. Voilà, c'est ça que je pense, tu vois. Ça peut avoir du sens, un raisonnement comme celui-là. Mais par contre, là où je trouve qui est pire, c'est la situation dans laquelle il s'est mis aujourd'hui. C'est-à-dire, autant je pense, contrairement à certains, que la décision d'attaquer l'Iran pouvait avoir un certain sens géopolitique par rapport à la situation vis-à-vis de la Chine, qui est quand même un énorme, si tu veux, problème pour Trump, puisqu'aujourd'hui, il n'a pas de bâton stratégique pour faire face au fait que les Chinois ne veulent pas lui livrer une partie de ces terres rares, qui sont les seuls à raffiner. Je rappelle, 85% des terres rares de la planète sont raffinées par la Chine. Comment on a pu se mettre dans une situation comme ça, je ne comprends pas. Mais par contre, je trouve que sa gestion du retour, une fois qu'il s'est rendu compte qu'il a mis la main dans un nid de guêpe et pas dans un pot de miel, à ce moment-là, à mon avis, la réponse logique, c'était en arrière toute, quoi. Et plus il avance dans le conflit aujourd'hui, plus il transforme le réparable en irréparable. C'est-à-dire, s'il tape, c'est sans issue, ça. C'est ça que je trouve qui est le plus grave chez lui, c'est le défaut d'analyse des conséquences de la situation dans laquelle il est. C'est pas tant le fait de s'y être mis que le fait de ne pas se rendre compte que, alors qu'il est encore dans le réversible, il peut et il doit foutre le camp et partir en arrière et se défendre en disant, ben finalement, c'était imminent, mais on a réussi à s'en sortir, comme je dis, victoire Fuyon, alors que tous les jours qui avancent, à cause de la façon dont Israël traite le problème, et il est possible effectivement que cette attaque contre le vice-ministre ait été dans ce sens-là, consiste à transformer le réversible en irréversible. On tape jusqu'à présent, jusqu'à l'attaque israélienne, on n'avait pas touché les dépôts de gaz. C'est Israël qui a tapé sur South Pars, qui a commencé. Et ensuite, le lendemain, ce sont les Iraniens qui ont tapé sur l'équivalent de South Pars au Qatar, qui est leur partenaire de ce gisement. Donc, et le Qatar a dit, mais jamais on n'a pensé que l'Iran ferait ça. Donc, mais l'Iran l'avait annoncé extrêmement clairement. Ils sont très clairs en disant, ce que vous nous avez fait, on va vous le faire. Ce sont les Israéliens qui ont tapé sur Boucher. Alors que je rappelle que même pendant la guerre des 12 jours, on n'avait pas touché à Boucher. Parce qu'à Boucher, c'est les Russes qui sont à Boucher. Donc, on n'a pas voulu mettre les Russes justement dans la combine. Donc, on n'avait pas tapé sur Boucher. Là, on a tapé sur Boucher. Les Iraniens ont répondu en tapant sur Dimona. Bon, là, ils ont commencé à taper sur les ponts et les systèmes électriques. Eh ben, l'Iran va taper sur les systèmes électriques et les ponts, et puis un jour, ils vont taper sur les systèmes comment ça s'appelle, de dessalement d'eau. Donc, c'est sans issue pour les Américains. C'est la crise économique mondiale est au bout de la route. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi Trump met autant de temps à foutre le camp en marche arrière et à défendre son dossier alors peut-être qu'il va le faire dans les jours qui viennent, j'en sais rien. Mais ça me paraît être un défaut de lucidité, tu vois ce que je veux dire? Plus encore que le fait d'avoir attaqué. Tu peux te tromper quand tu fais une attaque, mais je rappelle que Clovis a attaqué Tours, c'est Tours ou Orléans, quand il a voulu sortir de son réduit pour aller au sud, pour repousser Alaric et Théodoric, l'un en Italie et l'autre en Espagne, pour conquérir le sud de la France qui était totalement stratégique pour lui, il s'est repris à 3 fois et il a mis 30 ans. Donc, il a été capable de lancer une attaque contre le verrou qui lui ouvrait le sud et il s'est dit, ça c'est raconté dans le livre de
C'est qui? C'était un homme politique français qui avait fait un livre sur Clovis qui m'avait passionné. Il s'est dit, je suis pas assez fort, C'est donc Philippe je de rentre. Villiers. C'est Philippe de Villiers. C'était pas Philippe de Villiers. En l'occurrence, le livre que Si, j'avais si, lu qui c'est avait Philippe de cité ça. Villiers. Si, c'est Philippe de Villiers qui l'a fait à la suite, justement. Si. Bon, en tout cas, il est reparti. Il a réessayé 10 ans plus tard avec une garnison plus forte. Il s'est aperçu qu'il n'y était pas. Et il est revenu. C'est la 3e fois au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, qu'il a réussi à faire sauter le verrou. Mais je veux dire, ça, c'est un homme politique froid et calculateur qui mesure et qui se rend compte que des conséquences de ses actes et qui s'arrête avant le désastre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'est un des plus grands hommes politiques français. Pour moi, c'est Clovis, à cause de ça. Bon, ce que je reproche à Trump, c'est pas le temps d'avoir voulu essayer d'attaquer l'Iran, mais c'est aujourd'hui d'avancer dans le processus de vietnamisation et de destruction de son système économique et social, parce que plus le prix du gallon augmente, et plus il se met en danger. Et d'ailleurs, si tu as regardé, à l'issue de son discours du 1er avril, qui pour moi est un discours de défaite, et pour moi c'est un signe du ciel presque, ce discours au début de la semaine sainte, ça veut dire l'hégémonie américaine est finie. Mais suite à ça, le pétrole est reparti à la hausse et les marchés sont partis à la baisse. Donc ça veut dire que sa tentative de manipulation du marché en disant dans les mêmes discours des choses contradictoires de façon à ce que les investisseurs ne sachent pas s'ils doivent vendre ou s'ils doivent acheter, ça fonctionne plus. Donc, on est au bout du rouleau. Donc, quand tu es au bout du rouleau, tu dis pas je vais voir dans 15 jours, dans 3 semaines, tu dis je m'en vais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème pour moi. Et dans ce sens-là, je rejoindrai ta thèse comme quoi il perd les pédales. Mais je pense pas, pour ma part, alors peut-être que je suis différent d'autres, que c'est le fait d'avoir attaqué ce pays qui montre véritablement qui perd les pédales, parce que c'est toujours un type qui a toujours pris des gros risques, des énormes risques dans sa vie. Et il s'en est sorti. Donc je pense que Et des fois limite, hein. Des fois voilà. limite. Et il a manqué de flanquer son empire par terre et il s'en est sorti. Donc je pense que c'est un type qui a très confiance dans sa bonne étoile et qui s'est dit chaque fois que j'ai joué au poker et que j'ai fait tapis, les autres ont calé parce que j'ai les plus grosses queues et j'ai gagné et j'ai ramassé la mise. Sauf que quand tu t'appelles Trump ou quand tu t'appelles Napoléon, à un moment donné, à force de jouer gros pour rafler la mise, ben tu perds tout. La dernière, t'es ruiné. Voilà. Et quand tu tombes sur un Kutuzov, ben t'es ruiné. Voilà. Et alors, ce que je lui reproche, c'est de ne pas se rendre compte qu'il est en train d'être ruiné et d'attendre en disant encore 1 minute et je vais mettre encore $1 million sur la table. Ça c'est un manque de lucidité. Alors après, est-ce qu'on lui présente des petits trucs de 2 minutes tous les jours? Bon, je suis pas dans la tête de son conseil, mais en tout cas, s'il a envie de se renseigner véritablement, il manque pas de conseillers. Il y a les McGregor, il y a des types qui sont extrêmement pointus, il y a des Chas Freeman, il y a des gens dont il peut qui peuvent lui dire la vérité sur ce qui se passe. Donc, j'assiste, si tu veux, la façon de sortir ces trucs vis-à-vis de Ben Salman, et Dieu sait si le fait d'avoir Ben Salman dans sa manche aujourd'hui, c'est très important dans la partie très délicate qu'il est en train de jouer. Enfin, tu vas pas dire Ben Salman me lèche le cul, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quand même, c'est problématique aussi, oui. Ben oui, c'est ça. Donc, si tu veux, il est vrai que depuis, et moi je peux expliquer ça un peu sur le plan psychologique là aussi, je dirais que c'est un type qui jusqu'à présent, dans toute sa vie professionnelle et dans toute sa vie politique, a été habitué à prendre des risques gigantesques, à se trouver face à des pressions absolument gigantesques, des procès, etc. Et il a quand même réussi à s'en sortir à chaque fois. Donc c'est un type qui a des nerfs absolument d'acier. Il a des nerfs d'acier. Et je dirais même plus, et je crois que je te l'ai déjà dit, je pense qu'il aime ce genre de situation.
il se sent bien en général dans ce genre de situation. Ce qui me frappe, c'est que depuis son allocution avec la casquette sur les yeux en pleine nuit où il annonçait qu'il tapait sur l'Iran, j'ai l'impression qu'il se rend compte que cette fois-ci, il a perdu la main et qu'il a mal joué le coup et qu'il s'est foutu cette fois-ci véritablement dans la merde, qu'il le sait, mais qu'il n'ose pas de l'avouer et qu'il n'ose pas faire ce qu'il faut pour rétro-pédaler. Voilà, c'est ça que comme Napoléon l'a fait à l'époque, d'ailleurs, qui est resté 20 jours à tourner dans le palais de Moscou en attendant que Alexandre Ier vienne négocier avec lui. Et Alexandre Ier n'est pas venu. Il lui a même pas répondu. À un moment donné, il s'est dit, attends, si je sors de ma logique, il est en train de me piéger, quoi. Donc, retour, voilà. Donc, voilà. Alors, il est plus de 9h30. Hein, voilà. Il est plus de 9h30. Ouais. Avant de te laisser, François, j'aimerais que Thierry Laurent-Pelé, qui est en coulisses, se montre pour être bien sûr qu'il est là. Parce que certes, on a quelqu'un, on a une carte, mais il est là. Voilà, je laissais la bride sur le cou à François parce que je me disais, il n'y a personne. Donc, c'est pas grave, on va attendre. Merci beaucoup de ces analyses qui restent dans une ligne. On aura l'occasion de se retrouver prochainement pour continuer, étant donné que Trump parle à la nation américaine ce soir à 19h, l'ultimatum court jusqu'à mardi. C'est ça. Donc on en saura plus la semaine prochaine, probablement. En tout cas, on va le savoir. En fin de semaine. En tout cas, moi j'attends, c'est la dernière phrase, c'est on a gagné, rentrons chez nous, quoi. Alors tout est prêt, mais on n'a pas ça. Donc c'est ça que j'attends. Très bien. Eh bien, alors, merci, mon cher François. Merci à toi. Bonne semaine. Merci. J'ai un internaute qui demandait, ça veut dire quoi être de baptême ? J'étais parrain de 2 catéchumènes qui sont baptisés aujourd'hui par le rite. Et par ailleurs, tu sors un livre, je crois. Alors, je ne sors pas un livre. Je présente un livre dont j'ai fait une préface et la postface qui est justement Apocalypse 2026, qui est un livre de Régis Emmanuel Suire. Et j'ai fait une émission, en effet, avec Mike Borowski samedi soir. D'accord, mais ça, c'est sur la France, c'est pas sur la situation internationale. Il y a un peu d'international, mais il y en a peu. C'est surtout, en effet, Macron. C'est Macron dans le viseur. Moyennant quoi, tu remarqueras, et ça sera la dernière phrase, que Macron, pour une fois, a eu une approche un peu intelligente où il a refusé de voter la résolution de l'ONU qui autorisait une reprise du détroit d'Ormuz par la force, où il a voté contre avec les Russes et avec les Chinois. Et du coup, il a acheté son billet pour Moscou pour retourner pour se remettre dans le camp des adversaires de Trump dans cette affaire. C'est intelligent. Et tu peux coupler ça à sa déclaration de Séoul où il dit une troisième voie. Alors bon, il convaincra pas ni les Coréens ni les Japonais, mais je constate qu'il prend la tangente parce qu'il doit se rendre compte, comme tout le monde, que Zelensky est foutu, quoi. Donc, il a changé, il a retourné sa veste, là aussi, ce qu'on attendait, qui est un signe positif pour nous, Français.